Voilà, bonjour à tous. Je crois que ça y est, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, je propose peut-être d'attendre une minute ou deux que les gens se connectent et puis on commence d'ici 1 ou 2 minutes pour ce webinaire et rendez-vous mensuel que certains d'entre vous euh, commencent à connaître puisque vous nous suivez maintenant tous les mois sur cette plateforme pour savoir un petit peu et avoir un petit peu d'informations sur votre épargne, les marchés, etc. Donc, attendons encore quelques instants, le temps que les gens se connectent. On a eu plusieurs centaines de personnes qui se sont inscrites au webinaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant, surtout de voir effectivement qu'il y a pas mal de monde qui aujourd'hui a un intérêt et besoin d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Je tiens à m'excuser déjà en avance puisque vous l'entendez peut-être, je suis un petit peu enrhumé. Et donc, je suis désolé, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Mais voilà, on va essayer de le faire comme ça va aller, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, je vois que les gens se connectent. Ok, voilà, je vois que ça fait donc 2 minutes. Je vous propose qu'on commence. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Néopha, ce webinaire et ce rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, on va parler de la baisse des marchés qui remonte un petit peu ces derniers jours, mais on va quand même parler de l'impact que la conjoncture a eu ces dernières semaines sur les marchés pour savoir un petit peu est-ce que c'est le moment d'investir ou est-ce que c'est plutôt le moment de se protéger. Je suis, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous le savez déjà, mais pour les autres, je suis Nicolas Delorme, un des cofondateurs de la plateforme Neofa, plateforme qui aujourd'hui vous aide à créer, développer ou gérer votre patrimoine et surtout avec l'aide d'un conseiller financier indépendant. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 membres conseillers de notre plateforme qui sont là pour justement nous éclairer et nous aider sur cette question qui est de savoir si c'est le moment d'investir ou de se protéger. On a donc Bernard Giraud qui est avec nous de Novinvest. Bernard, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en 1 minute, non commercial toujours, hein, s'il vous Non plaît. commercial, bien sûr, oui. Bon, en tout cas, déjà, merci Nicolas pour votre invitation et bonjour à tous. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous. C'est une première qui s'annonce très profitable. Donc, je suis ingénieur patrimonial, je travaille pour des clients particuliers professionnels et pour Novinvest que je représente aujourd'hui. Avant de faire la gestion de patrimoine, j'ai un passé d'entrepreneur. Donc, j'ai une petite particularité, je suis rentré dans la gestion de patrimoine par le côté du client et j'ai gardé cet œil qui est spécifique, qui est celui du client avant d'être celui du conseiller. Parfait, merci beaucoup Bernard. Maintenant on peut dire des habitués de ces webinaires et de ces interventions, Aymeric Richard. Aymeric, est-ce que vous pouvez nous redire quelques mots sur vous? Donc, je suis Aymeric Richard, je suis conseiller en gestion de patrimoine à Paris. Je dirige le cabinet Chartron Patrimoine que j'ai créé en 2016. Je suis un ancien banquier privé et voilà, donc j'accompagne des clients particuliers et professionnels dans le développement de leur patrimoine, la stratégie patrimoniale et la gestion financière de leur placement. Parfait. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à tous les deux pour ces présentations. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? On va faire une petite introduction. Ensuite, on va traiter 3 grandes thématiques. La première, c'est le point de situation sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? La deuxième est une thématique dont vous avez tous entendu parler ces derniers mois,
c'est l'inflation. Qu'est-ce que c'est? Où ça en est? Où se retrouve la France par rapport aux autres pays européens, aux autres pays dans le monde? Et le dernier point, c'est évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, c'est plutôt le moment d'investir ou de se protéger? On va donc, en dernier point, essayer de répondre à la question du webinaire. Si vous le permettez, je vais partager une présentation qui pourra vous aider à mieux comprendre un petit peu ce qu'on dit et pourquoi on le dit. Donc, premier point, c'est vraiment essayer de faire un point de situation sur les marchés. Aujourd'hui, Aymeric, pourquoi les marchés baissent aujourd'hui? Alors, c'est vrai que je relativise un petit peu puisque on a 2 jours de hausse consécutive, mais on a eu quand même une grande cassure depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui a fait que les marchés se sont mis à baisser ces derniers mois? Alors, c'est vrai que là, depuis 5 jours, le marché remonte de 1,40. Mais on vit depuis le 31 décembre dernier, donc depuis le début de l'année, une baisse des marchés qui, à ce jour, et notamment sur le CAC 40, est de l'ordre de moins 10%, un peu moins 9 aujourd'hui. Et cette baisse, on a eu l'occasion d'en parler précédemment lors de votre webinaire sur la guerre en Ukraine. Cette baisse, elle n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine, elle a commencé déjà courant janvier, et notamment et assez fortement sur toutes les valeurs de croissance. Toutes les valeurs qui avaient bien progressé ces dernières années ont connu une baisse importante depuis le début de l'année. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une phase de transition, où tout ce qui jusqu'à présent fonctionnait, tout ce qui depuis 2018 progressait globalement de manière relativement régulière, et fonctionnait parce que jusqu'à présent, les banques centrales accompagnaient et rassuraient les marchés en gardant une politique de baisse des taux, de taux bas et d'émission de monnaie. Aujourd'hui, depuis quelques mois, c'est terminé. En fait, on est passé dans une nouvelle ère où on voit réapparaître l'inflation qui n'existait plus et on voit réapparaître des banques centrales qui décident de monter les taux. Alors, monter les taux, ça veut dire quoi? Enfin, on va en parler. Hein. Mais on va en parler un petit peu plus tard, mais ça veut dire que l'argent n'est plus gratuit, en fait. L'argent n'est plus gratuit. Et du coup, ça réajuste, enfin, tout au moins les investisseurs et les professionnels des marchés revoient leur position, revoient leur manière d'investir avec ces nouveaux paradigmes. Voilà. Et on le voit très bien, hein, puisque, mais ça on l'expliquera aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça s'est vu principalement par cette baisse des valeurs technologiques. Et quand on regarde, il y a d'autres valeurs qui résistent plutôt pas trop mal à ce qui se passe en ce moment. Un point aussi assez important, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais est-ce que, Bernard, à votre avis, on peut dire que, en fait, il y a un cumul de plusieurs choses qui ont fait qu'on est arrivé en janvier à dire, bon, les valeurs sont un peu surévaluées, les marchés sont un petit peu surévalués, il faut qu'il y ait une correction. On a mis différents points ici. Il y a eu le Covid qui n'est toujours pas fini, soit dit en passant. Hein. Quand on voit ce qui se passe encore en Chine, les confinements assez stricts qui ont un impact sur l'économie mondiale. Il y a eu le conflit en Ukraine, il y a eu l'inflation, il y a la hausse des taux. Bernard, est-ce qu'on peut dire que c'est cette accumulation, je ne vais pas dire de mauvaises nouvelles, mais on va dire accumulation de
problématiques qui ont fait qu'aujourd'hui, les marchés ont subi une correction depuis le début de cette année? Nicolas, c'est difficile en fait d'énumérer les facteurs. Ceux que vous avez énumérés ont forcément eu un impact. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la nature même des marchés d'être cycliques. Ils alternent des phases de hausse et de baisse, de durée variable. Ces phases de baisse peuvent être très courtes, comme en 2020, ou beaucoup plus longues, comme en 2000, où là, le marché a mis plusieurs années pour se récupérer. Une fois cela dit, il y a tout de même un consensus que j'entends. Je ne suis pas économiste de formation, mais j'en écoute beaucoup. L'hypothèse qui fait consensus, c'est celle de la remontée des taux, qui a commencé à être annoncée et à être confirmée dès la fin décembre et qui est concomitante avec le début de la baisse de marché. Après, on pourrait parler des facteurs plus précis, notamment la guerre en Ukraine, mais c'est peut-être aller au-delà de notre capacité à comprendre et à prévoir ce qui peut se passer. Vous voulez rajouter quelque chose, Aymeric, là-dessus? Ouais, ce qui est certain, c'est que ces événements-là que vous avez cités sur ce slide, la pandémie, le conflit en Ukraine et l'inflation, tout ça, la pandémie a eu un impact sur un certain nombre d'activités dont certaines ne se sont pas complètement remis. Donc déjà, ça a été un premier facteur. Bon, la bourse a intégré ce phénomène de manière très rapide, puisque en mars-avril 2020, ça a baissé très très rapidement. Les cours de bourse ont baissé très rapidement. Mais on retrouvait aussi de manière très rapide leur niveau initial parce que l'impact n'était quand même pas général. Voilà. Mais première fragilité sur certaines entreprises, et notamment sur les aspects de trésorerie pour certaines d'entre elles. Ensuite, on a le retour à l'inflation, l'arrêt de cette politique de baisse des taux et l'arrivée du conflit en Ukraine. Et là, l'Ukraine est venue rajouter, en tout cas pour l'Europe, des facteurs importants d'inflation, puisque la guerre en Ukraine, c'est quoi? Vous l'avez écrit d'ailleurs, c'est des sujets d'approvisionnement en gaz, en pétrole, en blé et même en métaux, qui font que sur certains secteurs, donc l'agriculture, l'automobile ou tous les secteurs énergétiques, on a quand même des paramètres qui ont dû évoluer et dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences. Donc, et ça ne fait que renforcer en fait cette inflation qui avait déjà démarré. Donc, ces données-là ont créé aussi des incertitudes, des difficultés pour les entreprises, et donc forcément, on le voit dans les cours des indices boursiers. Mais donc, si je reprends et si je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que la baisse avait commencé avant la guerre en Ukraine, ça, ok. Oui. Que la guerre en Ukraine, en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore réellement eu la totalité des impacts que ça pourrait avoir si elle continue à durer. D'où ma prochaine question, en fait, qui est est-ce qu'on est dans un bear market? Vous avez sûrement entendu ça à la télé dernièrement ou ces dernières semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut définir la situation dans laquelle on est comme un bear market? Et qu'est-ce qu'un bear market? Alors, il y en a mis une définition là sur l'écran, mais Ouais. voilà. Est-ce qu'on est rentré dans ce bear market? Et qu'est-ce que c'est? Alors, le bear market, c'est peut-être une terminologie qui est un peu excessive par le manque de recul qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début de l'année, on vit une baisse peut-être. La dernière baisse de cette envergure qu'on a vécue, c'était celle qu'on a vécue au moment du Covid en 2020.
Mhm. Mais là, on savait que le phénomène était relativement identifié, on savait que ça n'atteignait pas forcément tous les pans d'activité, etc. Donc, c'était restreint. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Donc, oui, la baisse d'aujourd'hui est peut-être plus installée, plus durable. On mettra peut-être plus de temps à redresser la situation. Mais pour autant, dire qu'on est en phase de bear market, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Alors, le D'accord. bear market, je pense que maintenant, les uns et les autres l'ont lu, c'est une phase de baisse fortement prononcée. Ok. Et comme on peut le voir, et c'est ce que Bernard disait tout à l'heure, qui est peut-être intéressant aussi à noter Les reprises. sur ce chart, on a aujourd'hui, et on voit bien les différentes phases des marchés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phases de baisse qui sont derrière, suivies par une phase de hausse. Bernard, ça illustre parfaitement ce que vous disiez tout à l'heure. Et globalement, ça veut dire que sur le long terme, est-ce qu'il y a réellement besoin de s'inquiéter si on regarde un peu plus sur le long terme, Bernard? Je ne poserai pas forcément la question en ces termes-là, s'inquiéter ou pas. La notion de bear market, on le voit, c'est une notion que l'on peut définir a posteriori. On sait qu'il y a eu lieu un bear market, mais une fois que c'est passé. Il y a un adage dans l'investissement boursier qui dit que les profits montent par l'escalier et que les baisses descendent par l'ascenseur. C'est ce qu'on voit. Les périodes de hausse s'étalent sur des durées assez longues et les périodes de baisse sont très brutales. Ce qui veut dire que si on essaye d'investir au plus bas pour vendre au plus haut, on est souvent à contre-temps. Les choses vont plus vite à la baisse qu'on est capable de réagir un intervenant humain. En tout cas, non expert des marchés, toute la journée sur les marchés, en train de faire des transactions à la seconde, sachant qu'aujourd'hui, ce sont des ordinateurs qui les font. Donc, on le verra par la suite, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons un point bas, c'est autant de progression capitalisée. Dans l'histoire, la bourse a toujours monté, elle a toujours récupéré ses points bas. Donc, après, c'est une question de temps, mais c'est ce qu'on verra certainement dans les slides qui vont suivre. Tout à fait. Vous avez mentionné tout à l'heure un point, Aymeric, que je trouve qu'on doit aborder. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Exactement. On voit et on a pris quelques indices. Alors, c'est à fin mai, donc on a raté les 2 jours de hausse. Donc, on a pris quelques indices principaux dans le monde. On a le CAC, on a le Nasdaq, on a le S&P 500 et Shanghai. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le CAC résiste plutôt bien si on compare ça au Nasdaq. Aymeric, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui fait cette différence qui est quand même sensiblement importante, il y a 15 points de différence entre les deux, ou 20 quasiment. Alors, déjà, on peut remarquer une chose, c'est que vous avez d'un côté les courbes bleues et vertes du CAC 40 et du S&P 500 qui, alors, sont pas complètement symétriques, on voit bien, mais sont assez proches dans les mouvements généraux sur ces derniers mois. Et ensuite, vous avez Shanghai et le Nasdaq. Alors, Shanghai, c'est très particulier, d'autant plus que pour le coup, on est complètement en décalage avec eux, notamment concernant le Covid, mais pas seulement, aussi concernant les politiques menées par les gouvernements, par les banques centrales, etc., etc. La Chine, elle fonctionne à part encore aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui sont propres à la Chine qui rentrent en ligne de compte. Et c'est un marché en lui-même qui représente quasiment 30-35% du monde entier. Donc, le marché domestique est tellement énorme que voilà. C'est différent. C'est vrai que on pouvait, enfin, certains spécialistes disaient la Chine, ça va être une valeur clé dans cette année. Faut être
assez attentifs à ce qui va se passer, etc. Mais pour l'instant, on est voilà, jusqu'à un passé très récent, puisque ça date de ces dernières heures, on va dire. On était quand même dépendant sur ce marché-là du confinement et de la gestion du Covid. Donc ça, je vais mettre entre parenthèses. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est cette courbe du Nasdaq qui n'a absolument rien à voir avec les autres et qui est complètement en chute libre, on va dire, depuis le mois de janvier. Pourquoi? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière le Nasdaq? Ce sont les valeurs technologiques, hein, les Amazon Co. Et quand on regarde bien, par exemple, la valeur d'Amazon, depuis le début de l'année, elle a perdu 26%. Et ce sont toutes ces valeurs technologiques qui mènent les indices vers le bas. Et le CAC 40 et le S&P 500 sont moins composés de valeurs technologiques et de croissance, évidemment, que le Nasdaq, dont c'est la caractéristique propre. Donc, on voit bien justement la résistance, on va dire la relative résistance, en tout cas, parce qu'il y a une baisse, hein, bien sûr, mais la relative résistance des indices sur lesquels on a des valeurs qui sont pas uniquement des valeurs de croissance versus des valeurs de croissance. Et c'est vraiment ce qui se distingue cette année. Et je ne sais pas si... Voilà, c'est ça que je... Merci. Ouais, voilà, je le savais. Et là, on le voit très très bien, c'est très clair, sur deux valeurs caractéristiques de chacune des catégories. Vous avez Amazon d'un côté, valeur de croissance, et de l'autre côté, Air Liquide, valeur de rendement. Et on voit bien que la courbe n'a absolument rien à voir. D'accord? Et ça c'est cette différence qu'on peut remarquer. Et pourquoi? Alors, la question, c'est pourquoi les valeurs de croissance perdent-elles autant enfin, décotent autant cette année? Enfin, en tout cas, sur le début de l'année. Mais c'est toujours lié à au contexte. C'est qu'on a un contexte de hausse des taux qui fait que les entreprises qui sont les entreprises du secteur, enfin des entreprises de croissance, hein, des entreprises technologiques, sont des entreprises qui empruntent beaucoup pour la R&D, pour le développement de leur activité, et qui ont du coup des taux d'endettement assez forts et qui ont besoin Qui ont besoin de cash. Ouais, de cash, de contracter des crédits, etc. Ouais. Et évidemment, c'est du coup les premiers impactés par cette hausse des taux. Puisque, oui, parce que faire un crédit à 0,5% de 100 millions ou faire un crédit à 2,5% de 100 millions, c'est évidemment pas la même chose. En termes de coûts, c'est clair que ça... Et donc, de ce fait, les financiers et les investisseurs qui ont, ces dernières années, multiplié leurs gains sur ces valeurs-là, ont décidé de réduire leur exposition à ces valeurs parce que c'est celles qui vont être le plus en difficulté par rapport à ça. Et donc, on se dit, on prend les gains et puis on verra ce que ça donne. Et donc, voilà l'explication de la baisse de ces sociétés-là, en grande partie. Hein. Il n'y a pas que ça, mais c'est en grande partie. Bon, je mets à part les sociétés, on va dire Amazon, Netflix, Facebook et autres, qui sont des monstres. Mais ce qui est intéressant avec ces sociétés technologiques, c'est que c'est là réellement où on va voir, c'est dans une situation un peu plus difficile, où on va voir qui a vraiment les reins solides et qui a vraiment créé un business et n'a pas juste créé un outil où il y a juste des gens qui viennent et ne génèrent pas d'argent ou est subventionné grâce aux montagnes de cash qu'ils ont reçues, que ce soit en prêt ou en levée de fonds pour essayer de survivre. Donc, je pense que ça va être un moment intéressant parce que, comme vous l'avez dit, Aymeric, les vannes se ferment petit à petit. Ces entreprises sont très gourmandes en trésorerie et il va falloir qu'elles arrivent à se financer toutes seules. Donc, c'est ça qui va être intéressant dans les prochaines années. Bon, vous le disiez et vous le dites tous les deux depuis le début, le point principal, en fait, de tout ça, c'est l'inflation. Alors, là, on a un graphique qui est assez parlant sur l'évolution de l'inflation depuis 2017.
C'est sûr que ça fait un petit peu peur hein, quand on voit ça comme ça. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce qu'est l'inflation et assez brièvement et l'impact que ça peut avoir selon les phases dans lesquelles on se trouve, si on est dans une phase de croissance, dans une phase de décroissance ou autre. Aymeric, pardon. Qu'est-ce que l'inflation? C'est ça la question? Oui, voilà. L'inflation, c'est un phénomène de hausse des prix, en fait, qui est mesuré par des indices. Alors, les indices aujourd'hui sont composés de pas mal de secteurs ou de types d'activités. Et c'est vrai que tout à l'heure, je disais que, et on le voit d'ailleurs sur le graphique, hein, on le voit très bien, l'inflation a démarré courant 2021. On voit ça a démarré. Et puis, ça s'est accentué en 2022. Et ça s'est accentué. Là, on est en France hein, sur ce graphique. Oui. Donc, on sait que la part de l'énergie dans les indicateurs de hausse des prix en France est assez importante. Et donc, cette accélération de la courbe sur ces derniers mois est notamment due à la hausse des prix de l'énergie. Mais pour la France, c'est particulièrement ça. Pour les États-Unis, on est sur un phénomène un peu différent où là, c'est l'immobilier qui va tirer l'inflation chez eux. Donc, mais toujours est-il que de toute façon, on est rentré dans un cycle inflationniste et qui fait que là où on était à proche de zéro, bah, vous voyez, on dépasse les 4% aujourd'hui de manière assez rapide. Après, ce qui est intéressant, je trouve aussi, voilà, ce graphique, je l'ai trouvé très parlant. En fait, on n'est pas si mal loti que ça en France. Ouais. Oui, bah, vous voyez bien. Donc ça, c'est sur les pays européens principalement. Hein. Et ça nous rassure de voir que notre rythme d'inflation est plutôt inférieur à d'autres pays, notamment l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Vous voyez qu'on est à un rythme un peu différent et qu'on arrive à temporiser par rapport à des pays qui sont beaucoup plus sensibles que nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a tous, pardon, je pense qu'aujourd'hui, on l'a tous senti, cette augmentation du coût de la vie. Il y a, on parle énormément d'inflation parce que, effectivement, prix de l'énergie, on parle d'inflation parce que c'est difficile de retrouver, d'aller acheter du blé en Russie ou ailleurs. On pointe souvent du doigt comme cause de l'inflation l'extérieur. Moi, j'accepte ça, il n'y a pas de problème. Où j'ai un petit peu plus de mal, c'est quand on me dit que des produits 100% français, donc qui n'a rien à voir avec l'extérieur, et qui sont produits entièrement en France sans utiliser de fournisseurs ou de fournitures provenant de l'extérieur, qui eux augmentent aussi. Est-ce que vous avez, Aymeric, peut-être une idée de pourquoi cette inflation, elle touche aussi des produits qui sont très domestiques en fait? Oui, alors déjà, il y a un premier point qui est que on n'est jamais complètement isolé du reste du monde aujourd'hui, hein, et que même un produit domestique, il va dépendre d'activités qui peuvent ou de matières premières ou autres qui ne sont pas uniquement françaises. Alors, je voyais une question qui va me permettre de faire un lien. C'est pourquoi est-ce que l'inflation est plus basse en France que dans les autres pays européens? Mais là aussi, c'est la même réponse finalement. C'est la même réponse. Ce qui fait que certains pays comme l'Allemagne, par exemple, comme l'Allemagne a une inflation supérieure à celle de la France, parce qu'elle est plus dépendante énergétiquement ou plus dépendante sur un certain nombre de sujets des pays qui l'entourent, et notamment de l'Ukraine et de la Russie. Alors que nous, on a une politique énergétique qui est beaucoup plus
qui a été réfléchi plus de manière indépendante. Même si on en pâtit, on a une politique relativement indépendante dans notre énergie. Donc, ça explique aussi pourquoi on a des chiffres d'inflation plus faibles. Et donc, si je réunis les deux questions, ce que je veux dire, c'est que on est plus ou moins dépendant dans tel ou tel type d'activité à des matières premières, à des fournisseurs ou des services ou autres, qui, eux, auront augmenté ou pas leur prix. Et donc, nous-mêmes, chaque entreprise revoit sa politique de prix en fonction de ça. Oui, donc de toutes les façons, on va dire d'une façon ou d'une autre, on va être lié à un contexte. Ouais, voilà, un contexte qui fait que ça devient que tous les prix sont obligés d'augmenter. J'imagine aussi potentiellement que certains industriels sont obligés d'augmenter leurs prix tout simplement parce que sur certains produits, ils perdent tellement d'argent à cause de l'inflation et du contexte international que sur des produits 100% domestiques, ils vont essayer de rattraper une marge qu'ils n'ont plus sur les produits un peu plus internationaux. C'est ça. Ils ont aussi un business à gérer et bon, malheureusement, c'est le consommateur final qui va en pâtir. En fait, c'est tous les échelons. Oui. Et donc le consommateur final également. Tout à fait. On a, bon là, vous parliez tout à l'heure des États-Unis. On a effectivement l'évolution des taux d'intérêt américains et l'inflation. Voilà, c'est assez clair. Les États-Unis sont encore moins bien lotis que nous. Mais eux, c'est un petit peu différent parce qu'ils n'ont pas cette problématique énergétique. Mais c'est juste effectivement que je pense que l'économie américaine est très consommatrice d'argent, de cash, et quand l'argent est plus cher, ça devient compliqué. Donc derrière, il faut tout augmenter pour essayer de compenser. On a passé les 2 premiers points on a fait le point de situation sur les marchés, on a fait un petit point sur l'inflation. Bernard, maintenant, c'est votre tour. Aujourd'hui, en fait, il est important pour nous, et c'est un peu le sujet de ce webinaire. Allez, on va dire qu'il y a eu quelques altermoiements, quelques petits tremblements sur les marchés, puisque, on l'a dit, ça fait 2 jours que ça remonte un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous le mentionnez tout à l'heure brièvement en disant, de toute façon, si on regarde long terme, voilà, si on essaye d'attendre le plus bas, on ratera le plus bas. Si on essaye d'attendre le plus haut pour vendre, on ratera le plus haut. Donc, où on en est aujourd'hui et quelle est la stratégie à adopter ? Je crois que vous avez sélectionné, et je vous laisse peut-être mettre des slides, vous avez sélectionné un certain nombre de charts qui, je pense, vont être très éclairants pour nos spectateurs. Écoutez, en tout cas, je l'espère, Nicolas. Oui, comme vous le disiez, autant il est difficile et il est impossible de connaître l'avenir, autant le passé, on peut tirer du passé un certain nombre d'enseignements. Sur ce premier graphique, qui est un graphique qui est basé sur les données mensuelles de l'indice Standard & Poor's 500, qui est l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines. Alors, pourquoi travailler sur cet indice ? Pour de bonnes raisons. D'une part, parce que la bourse américaine est considérée comme le marché directeur de la bourse mondiale. Rappelons-nous que la bourse américaine, c'est 60% de la capitalisation mondiale. Et d'autre part, c'est la bourse la mieux documentée. Donc, nous avons des données statistiques sur du long terme, sur plus de 100 ans, et nous pouvons travailler. Sur ce graphique, comment le lire ? Chaque point de ce graphique représente la performance sur le graphique de gauche à 1 an, d'un investissement au bout d'1 an, et sur le graphique de droite à 3 ans, à partir d'un point d'entrée. Ainsi, sur l'abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal, vous avez le niveau d'entrée par rapport au point le plus haut du marché. C'est-à-dire que complètement à droite,
c'est un moment d'investissement qui est au plus haut du marché. Et au fur et à mesure que je vais sur la gauche, vous voyez les pourcentages sur l'axe, je rentre à un moment de marché après une baisse. Et sur l'axe vertical, en ordonnée, vous avez la performance réalisée un peu plus tard. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez la performance réalisée au bout d'un an. Sur le graphique de droite, vous avez la performance réalisée au bout de 3 ans. Enfin, la droite verte et la droite, alors pour être parfaitement honnête, ce graphique a été fait la semaine dernière, alors que l'indice SP500 avait baissé de plus de 18% par rapport à son point le plus haut. Mais le principe reste valable. Même si aujourd'hui la baisse est moindre, le principe reste valable. Vous voyez que si on se positionne à un an par rapport à un point bas qui était de moins 18%, un an après, la dispersion des performances possibles est extrêmement importante. Concrètement, ça peut aller dans tous les sens, on ne sait pas trop. En revanche, quand on commence à se positionner à plus longue échéance et qu'on passe sur 3 ans, sur le graphique de droite, là on voit que les performances à 3 ans commencent à se regrouper. Et nous avons des performances à 3 ans, si on avait investi la semaine dernière, qui se situaient à peu près à un petit peu moins de 0% jusqu'à 20%. Donc, ce graphique est là pour illustrer qu'un point bas, certes, c'est angoissant. On ne sait pas si c'est le point le plus bas, si ça va continuer, mais c'est, sur le long terme, toujours un meilleur moment pour investir que le point haut, qui est souvent le point où on a le plus envie d'investir parce que les performances récentes sont les meilleures. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit bien l'intérêt de regarder ces investissements sur le long terme. Alors, je me permets de poser une question qui n'est pas forcément aujourd'hui au programme, mais qui, je pense, peut intéresser notre auditoire. Qu'est-ce qu'on fait du coup si on est 100% investi et qu'on a pris de plein fouet cette baisse? Bernard, qu'est-ce que, à votre avis, on devrait faire aujourd'hui? C'est une question, ce genre de question, il faut toujours raisonner en termes d'horizon et en termes de besoins. Combien de temps je peux garder mon investissement investi et est-ce que j'en ai besoin réellement? Si j'ai subi une baisse et qu'elle est trop douloureuse, quelque part, j'ai fait une erreur avant. C'est que je suis allé en bourse et j'ai mis de l'argent dont j'avais besoin et qu'il ne fallait pas que je mette. Vous comprenez le chemin que je veux en venir. Ouais. Donc, si vous n'avez pas besoin de cet argent, laissez-le. Ça prendra du temps, mais cette baisse, comme les autres, celle-ci passera aussi. En revanche, si vous avez besoin d'argent, c'est compliqué. J'avoue qu'il est difficile de savoir à 2 semaines, 3 mois, ou même un an, hein, comme nous voyons sur ce graphique, il est difficile de savoir quelles seront les performances plus tard. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a investi et qu'on a justement un besoin de cash aujourd'hui, sortir maintenant, c'est probablement la pire des choses à faire. Puisqu'on prend de plein fouet les moins-values. Et puis, alors à moins qu'on ait fait, qu'on soit investi depuis les années 2000 et qu'on ait pris, on ait fait x3, x4 sur ces investissements. Mais sinon, on risque de pas être. Si on a investi depuis les années 2000, quelque part, on est habitué. Donc, psychologiquement, on est à même de laisser passer ce creux de vague et d'attendre. D'accord. Aymeric, oui, un petit point là-dessus. Oui, ce qu'on peut juste faire dans ce genre de période, justement avec ces personnes, quand on est investi depuis une certaine durée et que l'on a constaté des plus-values sur nos valeurs, c'est réduire un petit peu l'exposition pour réduire la volatilité des portefeuilles et se protéger au moins sur une petite partie, parce que ça ne sert à rien non plus. Enfin, tout dépend aussi toujours de ses objectifs et des durées qu'on a devant soi, hein, et de la liquidité nécessaire ou pas. Mais c'est bien de réduire un petit peu la volatilité et donc de réduire l'exposition action dans ces périodes quand on a la possibilité de le faire, mais partiellement en tout cas. Et vous réduisez l'exposition action
vous réduisez l'exposition action si vous avez du cash, en investissant dans autre chose. Mais si vous n'avez pas de cash, Alors, ça veut dire il quoi? y a deux choses. Accepter Il y une a deux partie de choses. moins-value? Ouais. Il y a deux situations. C'est la situation où vous avez déjà investi et que vous avez progressé et que vous êtes en situation favorable. Globalement, votre placement a bien progressé sur ces dernières années. Ouais. Là, vous réduisez un petit peu la volatilité en vous mettant sur des valeurs qui sont moins volatiles, mais sur une partie du portefeuille, pas sur la totalité. D'accord? Bien Ça, sûr. c'est la première chose. Et après, vous vous repositionnez plus tranquillement quand vous sentez que les choses vont mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième attitude possible, c'est si vous n'êtes pas investi, j'ai vu qu'il y avait une question dans ce sens d'ailleurs. Si vous n'êtes pas investi, ces périodes-là, mais ça, vous allez en parler, je crois, ces périodes-là sont aussi des périodes favorables pour se positionner. Voilà, mais il y a deux questions qui se ressemblent. Alors, je vais me permettre de les poser à Bernard. J'ai vu deux questions qui se ressemblaient. Je vais essayer de faire un condensé. Si effectivement on a un petit peu de cash aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de rentrer un petit peu, mois par mois, pour essayer de se construire un portefeuille d'actions? Et l'autre question, c'est de réexpliquer, Bernard, cette ligne verte et de réexpliquer peut-être un petit peu ces graphiques. Et la question qui en découle, c'est du coup, est-ce que ça serait bien d'acheter maintenant? Est-ce qu'il faut rentrer et investir maintenant? Oui. Alors, si tu veux bien, Nicolas, cette question correspond à un slide qui n'est pas celui d'après, mais le suivant. Sur la première question, c'est si on a un peu de cash, peut-on investir un petit peu, tout progressivement? Exactement. Voilà, le mot progressif me plaît beaucoup. Et en fait, il plaît à beaucoup de monde, hein, parce que cette technique, elle est utilisée par beaucoup d'investisseurs, et notamment les fonds de pension. Sur ce graphique, nous avons deux investisseurs qui veulent investir. Ils sont en 2006. Ils ne savent pas qu'il va y avoir un crash le lendemain. Donc, nous sommes à la veille d'une des plus grandes baisses de la bourse au niveau mondial. Ouais. Le premier investisseur, c'est la ligne en pointillé. Il va investir en une seule fois 2 980 €. La crise des subprimes a lieu. En 2014, son capital s'est déprécié et il se retrouve avec 2 298 €. Il a perdu quasiment 23%. Le deuxième investisseur, lui, place 100 € en 2006, puis chaque mois va placer 30 € en bourse. Et on voit que ce deuxième investisseur, lui, en 2014, il aura eu une performance. Son capital sera revalorisé de 8%. Je parle simplement d'appréciation de capital parce qu'ici, on est dividendes non réinvestis. Donc, les deux investisseurs ont touché des dividendes au fil des années. Mais là, on parle d'appréciation de capital. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut absolument éviter, le scénario du pire, c'est investir au plus haut et vendre au plus bas. On peut y être tenté parce que lorsque c'est au plus haut, c'est le moment où il y a de l'euphorie. Et lorsque c'est au plus bas, nous l'avons peut-être vécu la semaine dernière, peut-être que nous aurons encore un autre point bas, je ne le souhaite pas, c'est au moment où le stress est le plus important. Donc, on est tenté de faire ces achats et ventes qui ne sont pas pertinentes. Ce qu'il faut retenir de l'investissement progressif, c'est que c'est une configuration qui est gagnante pour l'investisseur sur les deux configurations de marché, à la hausse comme à la baisse. À la hausse, bien sûr, l'investisseur qui investit progressivement va voir son capital s'apprécier puisque le marché augmente. Et à la baisse, l'investisseur, s'il investit, et là encore, on remet le paramètre de durée, s'il investit suffisamment longtemps et progressivement, d'une part, la pression psychologique sera moins importante parce que la quantité d'argent qu'il aura en bourse ne progressera que progressivement. Et d'autre part, l'effet composé de l'investissement progressif va faire s'apprécier son capital au bout d'un certain nombre d'années. Aymeric, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Ouais.
Oui, parce que la difficulté, et c'est ce que soulignait Bernard, la difficulté, c'est on ne sait jamais quel est le meilleur moment, quel est le meilleur point haut ou le meilleur point bas. C'est quelque chose qu'on ne fait que constater plus tard. Donc, la meilleure manière de ne pas se poser ces deux questions plus que ça, c'est d'investir progressivement. D'accord. Juste pour revenir, parce que j'ai vu que, pour répondre à la question de Roger sur cette ligne verte, la ligne verte, c'est le niveau actuel sur ce chart. C'est-à-dire, alors, c'est le niveau à fin de semaine dernière. On était quasiment à moins 20%. Ce que montrent ces charts, c'est que si on investit aujourd'hui, la performance potentielle des marchés à 1 an est très volatile. Très, très volatile. C'est-à-dire que ça peut aller aussi bien, encore plus à la baisse, que faire du 40% de hausse. Nicolas, si je peux... Pardon. Oui, je finis juste. Le chart de droite, c'est la même chose que le chart de gauche, sauf que c'est sur 3 ans. Ce qui veut dire que, et ce qu'on voit sur ce chart à 3 ans, c'est que les performances sont beaucoup moins volatiles. C'est-à-dire, et c'est ce qu'essaye de souligner Bernard, c'est que à la fin, si on a un horizon qui est moyen-long terme, le moment de rentrée, en fait, importe assez peu sur les marchés. Bernard, corrigez-moi si je me trompe. Mais... Non, vous reformulez très bien, Nicolas. Merci. Parfait. Aymeric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que ça illustre aussi ce que vous dites, Nicolas, illustre parfaitement la question aussi de Mylène qui est apparue. Dans le slide de gauche, on voit cette fameuse volatilité assez forte qu'on connaît dans ces périodes de flottement et de baisse importante. Et donc, Mylène demandait, mais est-ce qu'il faut mieux que je vende ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Dans ces cas-là, puisque cette volatilité est très forte dans ces moments-là, il ne faut surtout pas vendre. Parce que quand on vend à ce moment-là, on risque ce que vous disiez tout à l'heure, on risque de perdre plus que si on reste et qu'on est patient. Puisqu'on voit que sur le slide de droite, quand on attend davantage, eh bien, on retrouve une période plus favorable. Donc, il faut juste patienter. Mais si on peut le patienter, c'est toujours la durée de l'investissement. Patienter, voire peut-être affûter le portefeuille, faire en sorte de faire des modifications d'allocation qui correspondent à la situation du moment. Typiquement, tout à l'heure, je disais, l'année dernière, il valait mieux être en valeur de croissance. Ben, cette année, il va mieux être en valeur de rendement. Bon, ben, on peut faire quelques ajustements pas en totalité. C'est jamais des grands mouvements. Il faut toujours éviter les grands mouvements de balancier. Hein. C'est ce qui est le pire en bourse. Il faut ajuster et y aller petit à petit. Petit point, Bernard, peut-être sur ce slide important. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des classes d'actifs sur le court, moyen, long terme? Alors là, c'est plutôt sur le moyen et le long terme. Est-ce qu'il y a des classes d'actifs qui sont à préférer que d'autres? Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, Bernard, de ce slide-là. Ouais. Alors, ce slide-là vient de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière française. Il a le double intérêt, c'est de compiler des informations sur longue durée, mais aussi des informations qui concernent les investisseurs français. On retrouve dans ce slide l'assurance vie, les SCPI, qui sont des véhicules typiquement français. Donc, c'est agréable de travailler avec. Vous m'avez parlé de classe d'actifs. Mais écoutez, sur ce slide, que ce soit sur 40 ans ou sur 10 ans, vous voyez 3 zones. La première, en haut, ce sont les actions. Sur le long terme, les actions affichent la plus grande performance. C'est un fait. Sur la deuxième zone, on voit les logements à Paris, les SCPI, les foncières dans une certaine mesure, qui sont entre l'immobilier et les actions. Donc, sur cette deuxième zone, vous avez l'immobilier. Deuxième grande classe d'actifs. Et enfin, un peu plus bas, vous avez ce qu'on appelle les produits de taux, c'est-à-dire ce sont les livrets A, les comptes à terme, le fonds euro aussi,
les obligations, c'est tout ce qui produit un rendement fixe. Pour résumer, c'est de l'argent qu'on prête à quelqu'un et qui nous paye des intérêts, puis qui nous rembourse le capital. Donc, on voit trois grandes classes d'actifs avec des rendements qui sont croissants en partant des produits de taux, l'immobilier et les actions. Ce classement, il est universel. J'ai pris des données françaises, mais on retrouverait le même à l'échelle mondiale. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Vous voyez tout en bas du graphique, vous voyez l'inflation. On a parlé tout à l'heure d'inflation, mais l'inflation, c'est un thème qui est récurrent, qui revient avec plus ou moins de force. Mais l'inflation, il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous avez de l'argent sur un compte courant, l'inflation vient rogner chaque année, d'un certain pourcentage, la capacité, le pouvoir d'achat de cet argent-là. Et il n'y a qu'en investissant cet argent sur des classes d'actifs qui produisent des intérêts, ou produisent des loyers ou des dividendes, il n'y a qu'en investissant cet argent sur des classes d'actifs que vous pouvez valoriser un capital. Donc, deux enseignements là-dessus, c'est il faut investir sur différentes classes d'actifs. Difficile de passer outre les actions qui, sur le long terme, encore une fois, offrent le plus de rendement. Et justement, à ce sujet, et je pense que ça sera le dernier point, et après on répondra aux quelques questions qui sont arrivées sur le chat et ailleurs. Vous parliez, Bernard, de diversification. Est-ce que aujourd'hui, ou même globalement, peu importe la situation de marché dans laquelle vous êtes, en fait, le maître mot, ça ne serait pas diversification. Et je pense que ce chart est assez parlant. Et Bernard, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots là-dessus. Alors, je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible pour que tout le monde le comprenne. Vous avez dit diversification et le maître mot. En effet, c'est tout le temps le maître mot, pardon. Souvent, on dit la diversification, c'est ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est vrai, mais ça ne consiste à considérer qu'un aspect de la diversification. C'est l'aspect qui protège. Et c'est déjà bien. Mais c'est sans compter que la diversification, c'est-à-dire avoir plusieurs actifs couplés avec un rééquilibrage régulier de portefeuille, crée de la valeur. Et on va regarder pourquoi. Dans ce graphique, un peu comme tout à l'heure, vous avez plusieurs investisseurs. Le premier investisseur, qui est en orange, investit 1 000 € en 1987 sur le CAC 40. Donc, vous voyez sa progression. Ce sont des courbes avec dividendes réinvestis. Excusez-moi. Le deuxième investisseur, c'est la courbe bleue. Celui-là va investir la même somme, 1 000 € en 1987, et il va investir sur l'ensemble des SCPI du marché. Les SCPI, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Ça permet d'acheter un titre qui donne la possession d'une multitude de fractions d'immeubles qui sont après loués à des entreprises. Donc, c'est une façon d'investir sur l'immobilier sans acheter de l'immobilier physique. Et pour ceux qui veulent plus d'informations là-dessus, je vous rappelle qu'on a fait un webinaire et vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse parler. Merci Nicolas. Le troisième investisseur, lui, il ne veut se priver d'aucune possibilité. Il investit en 1987 la moitié, 500 € sur le CAC 40, et l'autre moitié, 500 € en SCPI. Et chaque année, il va toucher des dividendes et des loyers, et il va les réinvestir en faisant en sorte que chaque année, son portefeuille soit toujours à 50% SCPI, 50% CAC 40. Éventuellement, il vendra ce qui a le plus augmenté pour acheter ce qui a potentiellement baissé. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? En fait, on voit deux choses. On voit le premier aspect de la diversification, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Les périodes, on souffre moins, les périodes de sous-performance sont réduites. Vous voyez pour le CAC 40,
entre 2000 et 2012, le CAC 40 n'a pas progressé. Ce qui veut dire qu'un investisseur qui a investi en 2000, il doit attendre 12 ans avant de retrouver sa mise. Les SCPI, on a eu un phénomène à peu près similaire dans les années 90. De 93 à 2000, les SCPI ont connu un creux, ce qui fait qu'un investisseur qui aurait investi en 93 n'aurait retrouvé sa mise qu'en 2000. Lorsqu'on mixe les deux actifs, vous voyez que cette période de sous-performance est réduite, et dans le cas présent, elle est réduite à 4 ans, qui est de 93 à 97. Donc, premier effet bénéfique de la diversification, on se protège. Mais le deuxième effet, et ça, les Anglais disent que c'est the only free lunch, pardon pour mon accent, c'est-à-dire le seul repas gratuit en finance, c'est celui de la diversification avec le rééquilibrage de portefeuille. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la performance moyenne d'un portefeuille à moitié CAC 40 et à moitié SCPI n'est pas la performance moyenne des deux actifs. Elle est beaucoup plus proche de la performance du meilleur actif. Et surtout, ce qu'on voit sur le graphique, c'est qu'elle absorbe beaucoup mieux les baisses sur la partie CAC 40 que justement le CAC 40. Donc, c'est ça qui le rend beaucoup plus sexy. C'est-à-dire qu'on a 50% de la volatilité du CAC 40, mais on a probablement 80 à 90% de la performance. Donc, le couple, il est plutôt gagnant dans cette histoire. Exactement. Et comment ça s'explique? En fait, c'est très intuitif. C'est qu'en s'obligeant à garder ce qu'on appelle un portefeuille à poids constant, 50% de CAC 40, 50% de SCPI, quand le CAC 40 augmente, on se force à vendre ce qui a augmenté pour acheter ce qui a baissé, ce qui n'est pas forcément intuitif. Mais de fait, on va acheter ce qui est à bon prix en ayant vendu ce qui est relativement un peu plus cher. C'est exactement l'inverse que d'acheter au plus haut et vendre au plus bas. Mis à part que dans un système comme ça, on n'a pas besoin de se poser la question est-ce que le marché va monter ou baisser. Systématiquement, chaque année, on rééquilibre. Chaque année ou à d'autres fréquences, peu importe, on rééquilibre son portefeuille. Voilà. Je me permets de vous couper ici. On est déjà bien avancé sur l'heure qui était prévue et je vois qu'il y a encore quelques questions qui ont été posées et j'aimerais en prendre au moins deux. Au moins deux. Je vois une question de Béa qui nous pose deux questions, mais assez similaires. Quid de l'immobilier pendant cette période-là? Aymeric, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus et peut-être en divisant l'immobilier et en séparant l'immobilier peut-être commercial de l'immobilier plus résidentiel? Alors, quid de l'immobilier sur cette période? Vous voulez dire sur la période qui vient? Oui, aujourd'hui, avec l'inflation, le fait que ça soit plus dur d'acheter, est-ce que les prix vont baisser parce qu'il y aura moins d'acheteurs, forcément, vu que c'est plus difficile d'emprunter? Oui, enfin, plus difficile. C'est surtout que les taux vont être plus élevés. Après, plus difficile, de toute façon, les conditions, elles sont déjà pas mal resserrées auprès des banques sur les conditions d'octroi des prêts. Donc, les conditions d'octroi des prêts, c'est une chose, mais c'est surtout les taux qui progressent. Et les taux qui progressent, ils vont progresser pendant quelques années. On en est qu'au début. Donc, se positionner aujourd'hui sur l'immobilier, par exemple sur l'immobilier locatif, en empruntant aujourd'hui, même si c'est plus que l'année dernière, c'est moins que l'année prochaine. Donc, ça reste, à mon sens, intéressant. Même les taux qui aujourd'hui vont dépasser, ils vont s'approcher des 2%, vont dépasser les 2%, etc. Ça nous paraît, nous qui avons connu des taux autour des 1% pendant des années, ça nous paraît beaucoup plus élevé. Mais si on repasse 10 ans en arrière, 2%, c'était déjà génial. Hein. Donc, il faut relativiser dans la durée et se dire qu'aujourd'hui, même si les taux progressent, on reste encore sur des niveaux tout à fait acceptables d'octroi de crédit, et donc d'investissement immobilier. Alors oui, peut-être que ça va resserrer les conditions, enfin le marché, que plus de gens se poseront la question, que
on aura peut-être un peu moins d'acheteurs qu'il n'y en avait. Mais n'oublions pas que ces dernières années, on était dans un marché complètement inverse. C'est-à-dire qu'il y avait presque plus de demandeurs que d'offres. Ouais. Ça va peut-être rééquilibrer un peu l'offre et la demande. Est-ce que rééquilibrer veut dire que les prix immobiliers vont baisser et qu'il faut peut-être… Alors, peut-être qu'ils vont baisser, se je précise réajuster. bien baisser, je ne dis pas stagner, je dis baisser. J'ai bien choisi mes mots. Est-ce que ça veut dire que les prix vont baisser et que donc il faut attendre peut-être 1 an ou 2 si on a la capacité d'investir pour investir? Ou alors, si, encore une fois, si l'horizon est plutôt long terme, peu importe en fait, faut y aller quand on peut y aller et puis on investit progressivement, on diversifie et de toutes les façons, la performance sera là. Vraisemblablement, la réponse, elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire que dans les zones où les prix avaient déjà beaucoup monté et on était peut-être excessif par rapport au secteur, oui, il va certainement y avoir des réajustements. Mais dans les zones qui sont toujours attractives, sur lesquelles on a du potentiel, etc., il y aura plus de demandes et donc du coup, les prix vont pas forcément baisser vraisemblablement pas baisser et pas évidemment de la même manière qu'ailleurs. Donc, il y a les zones géographiques, les types de biens, les catégories. Tout ça va pas du tout être linéaire. C'est-à-dire que je pense pas qu'on ait une baisse générale de l'immobilier. Non, ça c'est pas au programme. Dernier point, parce que ça concerne aussi certains de nos intervenants. Pardon. Je précisais que j'avais un rhume, mais c'est bientôt fini. Donc, quel type d'investissement, vu ce qui se passe actuellement, vous proposeriez à quelqu'un qui effectivement a 75, 77 ans? Est-ce que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu de cash? Est-ce qu'on le ferait rentrer dans des actions ou est-ce qu'on irait plutôt sur quelque chose d'un peu plus safe, un peu plus sécurisant, puisque le long terme pour ces gens-là est peut-être c'est moins long terme que pour d'autres, même si on n'est pas à l'abri chacun d'entre nous. Bernard, une idée peut-être? Vous voulez m'amener sur du court terme, chose que je ne veux pas faire. Donc, ici, je ferai mon travail d'ingénieur patrimonial, de conseil. C'est cet argent, certes, la personne a 75 ans, 77 ans, mais quelle est sa destination? Est-ce le laisser, le faire fructifier sans objectif ou est-ce le transmettre? Et là, on va commencer à réouvrir l'horizon. Donner du sens à son épargne, c'est le premier objectif. Et après, on regarde sur quoi on investit. Parce qu'à 3-4 ans, 2-3 ans, c'est compliqué. Sincèrement, c'est assez compliqué. On pourrait aller sur de l'immobilier papier avec peu de frais d'entrée. Quelque chose qui est relativement stable, ça sert des loyers. 2-3 ans, ouais, pourquoi pas. Mais il faudrait étudier la question. Mais la bonne réponse, c'est essayer de trouver une utilisation à cette épargne et de regarder le volet transmission. Ouais. Alors, je vais me permettre… Oui, Aymeric, dernier pour la route, parce qu'on est en retard déjà de 3 minutes. C'est juste une phrase. À cet âge-là, est-ce que c'est de la capitalisation ou est-ce que c'est du revenu qu'ils cherchent? Et c'est ça qui va déterminer aussi ce que vous allez pouvoir faire. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On a donc fait un point de situation sur les marchés. Oui, ça remonte un petit peu. Est-ce qu'il est trop tôt pour dire qu'on est rentré dans un bear market? Moi, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu tous les impacts de la conjoncture actuelle sur les marchés. Donc, attention. Néanmoins, et là, je pense que c'est le point qui est peut-être le plus important à ressortir de ce webinaire et qui est partagé par Aymeric et Bernard. Si on rentre aujourd'hui, si on décide d'investir progressivement, peu importe qu'on rentre aujourd'hui ou qu'on rentre dans 10 ans ou dans 2 ans ou dans 6 mois, le plus important, c'est de diversifier, c'est d'investir progressivement dans plusieurs classes d'actifs. Ça va nous permettre effectivement
sur le moyen et long terme, de nous assurer une performance qui devrait être plutôt agréable pour tout le monde. Je vous remercie encore une fois, Aymeric et Bernard, pour toutes les personnes qui ont été présentes au webinaire. Merci encore une fois de nous suivre tous les mois sur ces webinaires. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir sur Neofa pour prendre rendez-vous avec Aymeric et Bernard, ou Bernard d'ailleurs. Et si vous avez des questions à leur poser ou quoi que ce soit, vous venez sur la plateforme, vous vous connectez, vous vous inscrivez et vous allez directement pouvoir prendre rendez-vous ou chatter avec Aymeric et Bernard. Je vous remercie encore une fois. On est donc le mois prochain, on aura un nouveau webinaire. Vous serez tous informés par email et vous recevrez également le replay de celui-là. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. On va commencer à mettre de plus en plus de vidéos, pas uniquement ces webinaires, mais d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Merci encore une fois. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci Nicolas. Merci, Au au revoir. revoir à tous.